Donc, je prends la suite à la fois temporellement et tout comme la Troisième République s'est intéressée plus que les gouvernements, les régimes précédents à l'enseignement des enfants du peuple, et ben moi aussi je suis le mouvement de la Troisième République et je m'intéresse à l'enseignement du primaire ou plus généralement, pour mettre les choses en contexte, à la question de l'élargissement de l'enseignement de la cosmographie. Ça fait bien évidemment suite aux dernières remarques, points que Colette a présentés à la fois sur l'enseignement des filles, auquel donc la fameuse Troisième République s'intéresse aussi, et à la question de la vulgarisation scientifique et à la nébuleuse de l'astronomie populaire qui fait référence à la fois à des pratiques amateurs, donc non professionnelles, que dans certains milieux à des formes d'enseignement s'adressant plus spécifiquement aux ouvriers, voire aux prolétaires, l'astronomie étant investie assez fortement dans ces dernières décennies du XIXe siècle par le mouvement ouvrier et les mouvements internationaux socialistes, dont pourrait nous parler Florian Mathieu, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qu'on compte bien accrocher à nos wagons cosmographiques pour le faire travailler sur ces points plus précisément. Je vais prendre cette question dans une autre direction, puisque derrière cette nébuleuse, on fait référence à des publics différents qui sont en partie structurés par les fonctionnements de l'édition. L'édition distinguant, fragmentant les publics ou parfois les associant pour pouvoir toucher un plus grand nombre de lecteurs et donc de vendre plus largement ces ouvrages. Simplement, de temps en temps, en faisant un ouvrage qui s'adresse à tout le monde. Dans d'autres cas, en réutilisant un même livre et en le redéfinissant, refragmentant, changeant la couverture, changeant des petites choses qui permettent d'avoir un auteur et une base commune qui est ventilée sur des publics différents. Ce point sera aussi à étudier plus en détail en lien avec des historiens du livre et de l'édition. Et ça pose la question des limites et finalement de l'intérêt qu'il y a à distinguer cosmographie et astronomie, cosmographie étant le terme que l'on trouve dans l'enseignement formel dont moi je vais parler plus précisément. Je ne vais pas parler, mais il faudrait l'évoquer, de la formation professionnelle et notamment de celle des navigateurs, qui pour le coup nécessite un enseignement de cosmographie ou d'astronomie, suivant la manière dont on l'envisage, assez sérieux, précis, et qui, là, met en avant quelque chose qui est très, très peu discuté pour le secondaire dont Colette a parlé, qui est l'aspect pratique et utilitaire de la cosmographie, puisque dans le secondaire, on va plutôt parler d'un enseignement de culture, alors que pour les navigateurs, c'est bien évidemment un enseignement qui a une application directe, puisqu'il s'agit de donner aux futurs marins le savoir pour se repérer en mer et se déplacer. En ce qui me concerne, je vais arriver au bout de ma liste et vous parler plus précisément donc de l'ordre primaire, comme je vous l'ai dit, auquel s'intéresse la Troisième République. Y a-t-il un enseignement de cosmographie en tant que tel pour les enfants du peuple, ceux qui fréquentent l'école de Jules Ferry? Alors, cet enseignement existe-t-il? Est-il mathématique? Qu'est-ce que la Troisième République propose en termes de cosmographie? Dans les programmes officiels, il faut bien dire, pas grand-chose, en tout cas pas grand-chose en mathématiques, presque rien. En revanche, on trouve, et je vous ai mis en introduction de cette partie, une citation que j'aime beaucoup de Ferdinand Buisson, un certain nombre d'appels aux instituteurs. C'est bien aux instituteurs auxquels il s'adresse. Il cite Kant, il rappelle, il y a deux choses dont la majesté nous pénètre d'admiration et de respect, c'est le ciel étoilé au-dessus de nos têtes et la loi du devoir au fond de nos cœurs. Donc le ciel étoilé, qu'invite-t-il à faire? Menez un soir quelques-uns de vos élèves les plus âgés et les plus sérieux, menez-les à quelques pas de la dernière maison du village, au moment où s'éteignent les bruits de travail, etc., et faites-leur lever les yeux vers ce ciel étoilé. On a là un appel à l'observation directe,
passant par l'instituteur et le rôle très particulier qu'il remplit dans les villages, le rôle social particulier de l'instituteur. Ce ciel, ils ne l'ont jamais vu, ouvrez-leur les yeux à ce ciel plein de monde qui revient tous les soirs. Et qu'attend-il? Que promet-il Ferdinand Buisson aux instituteurs qui l'écoutent en 1878 lors de l'exposition universelle de Paris? Il leur promet d'être vu, de changer de statut auprès de ses élèves, finalement, de ne plus être le professeur l'enseignant de calcul, l'instituteur rigide, finalement, mais d'être celui qui leur ouvre les yeux et le cœur sur le monde. Là, y a-t-il de la technicité mathématique? Bien évidemment, non. On est à milieu de ça. Déjà, on est dans un discours qui porte sur l'enseignement intuitif. On est sur l'intuition morale. Ce qui compte, c'est l'objectif moral de l'éducation primaire. Et qui plus est, face à une objection qui peut être soulevée par les instituteurs, je suis mal à l'aise pour enseigner l'astronomie ou même montrer quoi que ce soit. Messieurs, vous ne savez pas l'astronomie, qu'importe, il ne s'agit pas de science. Là, le parti pris est explicite. Bien évidemment, c'est une conférence et c'est tout l'art oratoire de la Troisième République qui est à l'œuvre. Mais donc, ça vaut le coup, je pense, de regarder plus en détail, finalement, ce qu'on trouve pour le primaire, dont on a souvent pensé que, finalement, il n'était pas du tout concerné par la cosmographie, puisque la cosmographie était associée jusqu'à très récemment, en fait, jusqu'à ce qu'on se penche sur ce dossier, clairement à l'enseignement secondaire des lycées. Alors, pourquoi faire de la cosmographie dans l'enseignement primaire? Donc, pour Ferdinand Buisson, c'est évidemment pour transmettre la morale civique, la morale laïque de la Troisième République via le respect que provoque la vue du ciel étoilé et du maître connaissant les mystères du ciel étoilé. Plus précisément, dans son dictionnaire d'instruction publique, on trouve deux notices qui sont intéressantes. La première, Astronomie, rédigée par Flammarion, que l'on retrouve, là encore, on retrouve des acteurs cités par Colette, et la seconde, rédigée par Amédée Guillemin, qui, elle, concerne plus spécifiquement la cosmographie. Alors, pourquoi enseigner la cosmographie? Ça fonctionne. Pour Amédée Guillemin, trois raisons évidentes qui placent cet enseignement parmi les matières de l'instruction primaire élémentaire et supérieure. La nécessité d'abord pour l'étude de la géographie, qui elle est extrêmement importante dans l'ordre primaire, d'avoir des notions claires sur le globe, l'organisation de la Terre. Et on voit bien là qu'on a cet héritage de la cosmographie géographique qui est pleinement accepté. Il ne s'agit pas tellement de la connaissance du ciel que de connaître le ciel pour comprendre le globe terrestre et savoir se repérer dessus. Ensuite, les connaissances relatives à notre planète, etc., sont tout aussi utiles que les connaissances spécialement géographiques, à savoir connaissance du milieu, donc de son environnement, son village, le chef-lieu de canton, et plus généralement la géographie physique et humaine aussi, qui est importante au primaire, pour les enfants du peuple. Puis est visé un objectif qu'on pourrait dire de culture, mais qui est politique, l'idée que de telles notions peu à peu répandues dans les masses populaires seraient propres à détruire la, je cite, multitude de préjugés, les uns ridicules, les autres honteux, et toutes ces superstitions dégradantes qu'on trouve encore comme des restes de l'ignorance des époques de barbarie. Alors là aussi, c'est l'art de la Troisième République que l'on voit bien, la Troisième République en combat contre l'ignorance et la superstition, sous-entendu superstition religieuse, entre autres, mais pas uniquement. Et on trouve en fait ce genre de remarques reste valable. Elle diminue progressivement dans le cas de la métropole française, mais moi j'en ai trouvé quelques remarques de ce type. Par exemple, en 1909, sur l'enseignement dans les colonies, donc sur la Tunisie, éliminer les superstitions qui sont encore très présentes chez les indigènes. On va leur enseigner la cosmographie scientifique. Alors, comment faire?
Le dictionnaire de Buisson est organisé en deux parties. Il a une partie un petit peu finalité, une partie méthode, en quelque sorte. Donc Ferdinand Buisson, je l'ai cité tout à l'heure, disait qu'importe comment faire, finalement, il suffit d'emmener ses élèves. Vous avez peut-être remarqué qu'il s'agissait des plus brillants et des plus âgés, qu'il fallait quand même sortir dans le village. Il ne fallait quand même pas risquer une émeute sur le chemin, mais ce n'était pas finalement important. Dans le dictionnaire Buisson, on rentre quand même un petit peu plus dans le détail. Camille Flammarion donne un certain nombre de pistes dans son texte sur l'astronomie, et on est vraiment dans l'observation. Montrer à l'enfant les étoiles du ciel par une belle soirée. Donc, ce qu'il y a d'intéressant pour l'instituteur du village, notamment dans les soirées d'hiver, c'est que parfois la nuit tombe tôt et on peut quand même faire des observations. L'idée que l'on puisse disposer d'un télescope ou, à défaut de télescope, regarder des phénomènes comme la lumière cendrée. L'utilisation d'un certain nombre de modèles. Le globe terrestre étant le premier modèle qui est présent dans les écoles primaires puisqu'il est utile pour la géographie. Et ensuite, des tableaux clairs et précis, des expériences simples pouvant être utilisées. Et enfin, le dernier point étant les livres. Donc les ouvrages, ici entendu ouvrages plutôt de la bibliothèque scolaire, davantage que manuels, qui permettront des lectures, et là où on parlera, on a encore cette idée, et la nature, l'ordre et la grandeur de l'univers, la beauté du ciel, l'organisation des mondes. Pour Amédée Guillemin, on retrouve un petit peu le même genre de choses, avec l'idée quand même, on revient à la question initiale, il faut d'abord des maîtres pour pouvoir enseigner la cosmographie aux enfants. Je reviendrai sur cette question des maîtres juste après, en regardant ce qui a été effectivement publié pour ces maîtres. Et ensuite, le point de vue pédagogique pour s'adresser aux élèves, quelle méthode devrait être suivie de préférence? Parler d'abord aux yeux. Donc, on revient à la remarque de David. Dans l'ordre primaire, on n'a aucun problème pour s'adresser au sens des enfants. En plus, en 1880, on est dans une période qui met en avant l'enseignement intuitif, qui est héritière, qui reconfigure la leçon de choses. On va parler des objets, on va les étudier, et finalement, la cosmographie, le ciel étoilé, c'est une chose à étudier. On retrouve l'idée qu'on puisse utiliser des appareils très simples, que les cartes, donc les cartes du ciel et les cartes géographiques sont aussi un support pour l'enseignement de la cosmographie, et que l'on peut utiliser des expériences élémentaires. Alors, ce terme reste assez vague, on pourra discuter de voir ce que ça recouvre, mais dont l'idée est l'explication mécanique ou cosmologique. Donc, on voit plutôt des choses en mouvement ici s'opérer. Et les démonstrations rigoureuses, mathématiques, qui sont plus précisément l'objet de notre séance aujourd'hui, elles seront évidemment ou très rares ou nulles. La suite est une proposition de programme faite par Amédée Guillemin. Donc, on retrouve l'idée qu'il faudrait éliminer tout ce qui concerne la démonstration mathématique, surtout au niveau primaire élémentaire. En revanche, au primaire supérieur et dans la formation des maîtres, est introduite l'idée que les mathématiques ou un certain niveau de démonstration servent la rigueur de l'exposé, en fait. Et que l'on peut les introduire pour les élèves étant suffisamment à l'aise avec les notions mathématiques de base. Concrètement, puisque le dictionnaire Buisson n'est pas un texte, un programme, une instruction officielle, hein, c'est un vœu. Que trouve-t-on au niveau de la formation des maîtres du primaire? Il y a eu une thèse récemment qui a été soutenue par Jean-Michel Martinez, qui a travaillé sur la formation des maîtres en sciences dans cette période du début de la Troisième République jusqu'au début du XXe siècle. En travaillant sur l'Académie de Montpellier, il n'a pas trouvé trace d'enseignement de cosmographie. Je pense que c'est lié au fait qu'il a regardé uniquement en sciences naturelles et physiques en réalité, puisque la cosmographie, il y en a, il faut aller la chercher
en troisième année d'école normale des instituteurs et institutrices dans la section mathématiques. On est bien pour les maîtres dans une inscription traditionnelle du 19e siècle, hein, de l'astronomie et de la cosmographie, comme branche des mathématiques à part entière. Et finalement, qui fait-on? On retrouve les mêmes termes, les mêmes objets que les objets du secondaire, du lycée, de la même période. On est dans la même chose. Là, je vous ai mis donc les programmes de 1887. Je vais préciser que le primaire se veut très ancré sur les territoires et que dans les écoles du littoral, donc on n'est pas dans de la formation professionnelle au sens formation des marins, mais on a un souci du fait qu'un certain nombre des enfants qui sont scolarisés dans ces écoles ont tout intérêt à apprendre des notions complémentaires. Et donc, ça commence dès la formation des maîtres, au moins sur le papier, puisqu'il y a des notions complémentaires pour les écoles d'instituteurs du littoral. La cosmographie, donc le manuel que je vous ai représenté ici, est donc un manuel d'Auguste Grignon, qui est écrit également pour les filles, donc un auteur que l'on retrouve sur les différents publics, et qui sera publié jusque dans les années 1940, pour la formation des maîtres du primaire. C'est pour ça qu'il apparaît dans mon corpus et aussi dans celui de Colette. Les instructions relatives donc, au programme des écoles normales d'instituteurs restent tout au long, enfin, vraiment sur cette période, donc 1887, 1905, puis encore en 1920, au moment où sont menées des réflexions importantes sur les transformations pédagogiques de l'enseignement de mathématiques à l'école primaire, on a conservation de la formation en cosmographie pour les futurs instituteurs. Alors cette formation, elle est dans les papiers, elle est cependant assez limitée finalement à l'année, donc déjà parce qu'elle est limitée uniquement à la troisième année de la formation des maîtres, mais aussi parce que je ne sais pas si elle a été réellement mise en œuvre en fait, dans les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices. Pour ce qui est de la connaissance du ciel, on sait notamment grâce aux travaux de Fabien Locher que le ciel atmosphérique, la météorologie, était particulièrement investie par les écoles normales, y compris au niveau de l'observation. Qu'est-ce que ça a donné pour la cosmographie? Il n'y a rien qui ressorte pour le ciel plus lointain. Mais en tout cas, normalement, les enseignants devaient être formés un minimum à ces notions. Et est également mise en avant l'idée que on garde l'enseignement de cosmographie, mais avec la réforme, les transformations des années 1920, après la Première Guerre mondiale, on étend en fait aux futurs instituteurs un ensemble de connaissances plus philosophiques, on va dire, et est ici assénée l'idée que dans le cours, au moment où l'on étend dans le cours de philosophie leur vue sur l'ensemble de l'univers, il est bon que les futurs instituteurs aient quelques idées précises sur les mondes qui nous entourent. Avec l'idée, encore une fois, que les notions seront aussi utiles dans l'enseignement qu'ils auront à donner aux adultes et aux adolescents, que rien n'intéresse et n'émeut autant que l'astronomie. Il faut là aussi rappeler que l'instituteur de village, et c'est encore le cas dans l'entre-deux-guerres, c'était beaucoup le cas à la fin du XIXe siècle, s'adresse bien évidemment à ses élèves, mais il a un rôle important, notamment dans le milieu rural, et ils font beaucoup de conférences ouvertes à un public plus large qui peuvent porter sur des thèmes différents, y compris l'astronomie et ce genre de choses. Ce qui m'intéresse ici, c'est que l'inscription dans l'enseignement mathématique me semble être le point qui appuie l'idée d'une précision et d'une rigueur qui serait autorisée grâce aux démonstrations, même si elles sont principalement géométriques et d'un niveau limité, élémentaire, on va dire, du point de vue mathématique, et que ça s'oppose à la vision philosophique. Enfin, qu'il y a une dialectique en tout cas, peut-être pas une opposition, mais un concours des deux.
on va avoir une approche philosophique d'un côté, mais on aura besoin des mathématiques pour la rigueur et la précision de la démonstration. Donc, c'est ma question. A-t-on une formation qui fasse appel aux mathématiques pour appuyer un idéal de précision? Je vais prendre l'exemple de la forme sphérique de la Terre. On est toujours dans cet ouvrage d'Auguste Grignon. Il s'agira de justifier le passage d'une forme convexe sensible à une forme sensiblement sphérique. Donc, la terminologie fait référence à chaque fois à des notions mathématiques, en fait. Et on a le passage par une preuve, que moi j'ai appelé une preuve de papier, c'est la mesure d'angle que vous voyez schématisée avec le ballon. On trouve cette preuve dans d'autres manuels pour les enfants où on a même l'idée qu'on puisse s'élever soit en haut de la tour Saint-Jacques, soit en ballon. Et après la Seconde Guerre mondiale, on s'élève encore plus haut grâce aux fusées et on voit apparaître la rotondité de la sphère. Donc, les manuels de cosmographie prennent ça en compte. Mais ici, on ne la voit pas, puisqu'on ne s'élève pas assez haut. Par contre, on peut faire des mesures et en déduire l'existence d'un cône de révolution qui appuie, en fait, qui est l'argument pour dire qu'on n'est pas seulement dans du convexe, mais bien dans quelque chose qui s'approche d'une sphère. Autre exemple, l'épreuve de la rotation de la Terre. Donc, Auguste Grignon liste un certain nombre de preuves d'ordre rationnel. L'absence d'opposition au mouvement, le fait que la Terre soit isolée dans l'espace, le rapport de taille avec les autres corps célestes, l'analogie avec la Lune et les planètes, si les autres planètes et la Lune tournent, pourquoi pas la Terre, et une expérience d'une masse fluide en rotation, c'est une expérience qui est critiquée, hein, avec une goutte d'huile dans un mélange eau-alcool, ou l'usage d'un appareil mécanique, mais on a l'idée qu'on puisse passer, alors là on n'est pas sur des mathématiques au sens des formules, mais avec l'appareil mécanique on est sur de la mécanique mise en œuvre et montrée devant les élèves maîtres. Et la dernière preuve étant la preuve d'ordre expérimental du pendule de Foucault, qui a aussi ses limites, mais qui est ici avancée comme étant une preuve à part entière de la rotation de la Terre. Voilà, donc là j'ai un petit zoom sur le fameux instrument. Et enfin, un autre exemple de recours aux mathématiques. Comment est-ce qu'on fait intervenir les mathématiques dans ces ouvrages qui sont effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Colette, descriptifs. On va le faire aussi via l'utilisation des notes de bas de page. C'est très courant, c'est aussi courant dans la vulgarisation. Déplacer l'appareillage mathématique, les définitions formelles rigoureuses, en note de bas de page, voire en note de fin d'ouvrage, où on rappellera la définition, pour le coup, mathématique de l'ellipse. Certes, on n'est pas dans de la mathématique très poussée, on n'est pas dans le calcul différentiel, mais on voit bien là qu'on est dans un rapport qui est l'idée, qui est de la mise en œuvre d'une idée. Les mathématiques apportent la précision et la rigueur nécessaires aux instituteurs dans leur formation, même si ensuite ils ne transmettront pas ça aux enfants. Alors justement, les enfants, quels sont les contenus qui leur sont présentés? Il n'y a pas d'ouvrage de cosmographie pour les élèves des écoles primaires, élémentaires en tant que telles. Peut-être il y en a un quelque part en France, mais en tout cas à la BNF, dans le catalogue de la BNF, il n'y en a pas. En revanche, on a de la cosmographie dans des ouvrages de géographie et dans des traités parfois même de cosmographie autonome, mais qui ne sont pas des manuels scolaires, qui sont plutôt des livres de bibliothèque scolaire. Et avec cette inclusion dans la géographie, c'est pour ça que j'ai mis cette couverture finalement d'un ouvrage rédigé par 2 géographes. On reprend l'idée cosmographique de la Renaissance, c'est le ciel et la terre, leurs connaissances communes qui nous permettent de connaître toutes les différentes parties de la Terre. Alors, ça c'est pour me faire mentir, l'atlas scolaire de cosmographie, mais c'est un atlas, donc on est bien dans une tradition éditoriale particulière qui
s'adresse à l'enseignement primaire supérieur, donc au-dessus des classes élémentaires, on est après 11 ans pour les enfants. Et c'est un atlas, y compris dans la forme, je voulais vous le montrer, parce qu'il est, en fait, il est très beau. J'ai eu une sorte de coup de chance à la BNF, on me l'a donné alors qu'il a du papier brûlé et tout. Alors je pense que ça y est, c'est fini, il ne sortira plus du magasin. Mais chaque chapitre très court a une longueur de 3 pages, avec un exposé sur une page et demie, puis une illustration en couleur. C'est vraiment étonnant. L'exposé est souvent, quasiment systématiquement, suivi d'une note. Ici, la note est une note de géométrie. Donc, de la même manière que dans le livre de Grignon, on introduit les précisions mathématiques spécifiques par des notes. Simplement ici, les notes ne sont pas limitées à la géométrie ou autre. Elles peuvent, ça peut être des notes de géologie, de mythologie, pardon, enfin, notamment pour les noms des constellations. Autre livre, le cours d'éducation et d'instruction primaire par Marie Pape-Carpentier. Donc, ça fait référence à la leçon de choses. Elle a 2 ouvrages qui introduisent des éléments de cosmographie, les premiers éléments de cosmographie et les éléments de cosmographie. Donc les premiers éléments de cosmographie, finalement, sont pour les enfants des écoles maternelles. On est dans la leçon de choses façon Madame Pape-Carpentier. C'est un discours, une discussion imaginaire entre elle et les enfants qui sont là, qui n'empêche pas, je ne sais pas s'il y a un pointeur, mais bon, peu importe, ah si, d'avoir, par la parole, des références aux notions mathématiques. Donc on est pour les petits ici, 6-7 ans, mais il est d'usage en géométrie de diviser tout cercle, grand ou petit, en 360 parties égales, pour introduire l'idée de degrés et de minutes et secondes. Un autre atlas, donc là on est encore une fois dans une tradition finalement très géographique, qui lui est publié, écrit, rédigé par Franz Schrader et Louis Galoudec chez Hachette, qui sont 2 auteurs très connus, très importants chez Hachette, mais 2 auteurs géographes. Donc c'est pour ça que moi je les ai un peu découverts, parce que jusqu'à présent je m'étais intéressée aux auteurs, on va dire, sciences physiques, naturelles et mathématiques. Donc ce sont des nouveaux venus. Franz Schrader est un géographe amateur, finalement, autodidacte, mais attaché à la librairie Hachette. C'est finalement l'infographiste Hachette Maison qui fait l'atlas de cosmographie, l'atlas de géographie, dans lequel figure la première planche, qui est une planche de cosmographie, où on aborde la question des projections, qui est essentielle pour la suite, pour le déroulé logique de l'atlas, pour expliquer d'où viennent les choses, mais où on aborde aussi le système solaire et les planètes. Celui-là, donc c'est pour me faire mentir, c'est un ouvrage autonome de cosmographie, mais en fait c'est un livre de bibliothèque, plus qu'un manuel, et dans lequel on va retrouver l'idée d'une description plutôt littéraire, avec en note les précisions sur les points, toujours plutôt de géométrie. Je continue et je me déplace dans le temps, parce que tous les ouvrages que vous avez vus datent donc du moment début de la Troisième République. Ils sont réédités, ils continuent à circuler, mais on n'a plus de moment éditorial fort pour le primaire, en tout cas ça ne se distingue pas dans les catalogues des bibliothèques. Par contre, on trouve, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, dans cette fois les manuels de sciences appliquées pour les classes de fin d'études, des notions de cosmographie. Alors ici, fidèle à cette idée que pour les élèves du littoral, il faudrait des notions un peu plus poussées en cosmographie, j'ai pris un ouvrage spécialement dédié à ces élèves qui s'intitule « La vie maritime » et publié aux éditions Bourrelier. Il est rédigé par un duo d'auteurs. Le premier est un inspecteur de l'enseignement primaire et le second est un enseigne de vaisseau. Donc on fait appel à
un professionnel du milieu, finalement. On est sous le ministère Jean Zay au moment où la scolarité est prolongée pour les enfants de l'école primaire et où sont introduites, créées des classes de fin d'études primaires avec l'idée que c'est la fin de la formation primaire, la formation élémentaire, et il faut préparer les enfants finalement à rejoindre la vie, pas d'adulte, mais enfin en tout cas la vie quotidienne qui les attend. Et là, on ne va pas avoir de cosmographie au sens, on ne va pas trouver le terme cosmographie, en revanche, on va avoir les mêmes notions qui vont apparaître, la Terre, les astres, la place de l'homme sur la Terre, etc. Donc, avec des explications aussi géométriques, c'est de la géométrie sphérique. Qu'est-ce que l'équateur? C'est un grand cercle. Non, pas l'équateur, mais bon, les méridiens. Les notions de verticale, de latitude et de longitude, ce sont les notions principales de base qui sont expliquées d'une manière relativement rigoureuse mathématiquement parlant. Pour terminer ce passage en revue du monde primaire et plus généralement de l'extension de l'enseignement de la cosmographie, il faut évoquer la toute dernière période où en fait pendant laquelle la cosmographie va disparaître des programmes, alors qu'il y a finalement un contexte qu'on pourrait juger propice à l'introduction, à la réintroduction de l'astronomie. Pourquoi un contexte propice? Parce que l'astronomie est une science qui s'est extrêmement développée, qui a été complètement transformée par le développement de l'astrophysique. Et ça pose évidemment question aux auteurs de livres de cosmographie du secondaire, puisqu'ils s'interrogent sur la répartition finalement entre mathématiques et sciences physiques, surtout que les programmes demandent un certain nombre d'idées sur la connaissance des astres, la nature du Soleil, etc. Donc ça passe par les notions de spectrographie physique. C'est un premier point. Le second point est qu'on est dans une période d'accroissement du nombre en tout cas de volonté d'accroître le nombre de scientifiques. Il y a des transformations de l'enseignement secondaire supérieur en cours, et avec notamment l'introduction au niveau des licences d'une licence d'astronomie, justement, avec l'idée que cette licence puisse aussi servir à la formation des futurs maîtres du secondaire. Là, cette fois, le primaire est un petit peu à part. Et ce qui se passe, c'est que dans le secondaire, qui ne s'appelle plus secondaire, mais second degré, on a en soi une augmentation du nombre d'étudiants. Donc l'accroissement, l'élargissement de l'enseignement de la cosmographie peut aussi se faire mécaniquement parce que les classes terminales, qui ne sont plus philo et rhétorique, mais sciences expérimentales, philosophie, mathématiques, accueillent finalement un nombre plus important d'élèves par rapport au moment où Colette a initié la main, donc fin du 19e siècle. Donc on a aussi des nouveaux élèves qui arrivent avec des nouveaux objectifs, des nouveaux savoirs et qui plus est, une attention, on va dire, renouvelée. Alors c'est peut-être mon défaut personnel lié à mes recherches sur le spatial, mais néanmoins un goût pour l'astronomie et pour tout ce qui touche à l'espace qui se développe et qui est particulièrement entretenu à partir au moins de la moitié des années 1950 et qui se poursuit dans les années 1960. Donc on pourrait considérer qu'il y a un contexte relativement favorable à un retour de l'astronomie. Alors, concrètement, dans les programmes, qu'est-ce qui se passe? Pendant toute la première moitié du XXe siècle, je l'ai dit, il y avait un peu de cosmographie dans les programmes de l'enseignement primaire pour la formation des instituteurs et institutrices par les mathématiques, et un peu de cosmographie, ou en tout cas d'éléments ayant trait à la Terre et aux astres, en géographie et dans les classes de sciences appliquées. Ça, c'était pour le primaire. Pour le secondaire, c'était, comme Colette l'a dit, dans la suite de ce qu'elle a présenté, dans les classes terminales de philosophie et mathématiques. De 45 à 60, on conserve cette idée avec des nouvelles sections qui sont créées, notamment la classe de sciences expérimentales. Et à partir de 1957, apparaissent aussi des travaux pratiques d'astronomie dans l'enseignement moyen des classes de 6e, 5e, 4e. Ce sont des travaux pratiques qui sont facultatifs. C'est de ces
choses-là dont je vais parler un petit peu maintenant en vous présentant le type d'ouvrage que l'on rencontre. Donc les manuels publiés en cosmographie en tant que tels sont des manuels toujours pour la fin du second degré, donc les héritiers du secondaire. Quand on regarde les auteurs, on a finalement la même situation qu'avait déjà Colette, où on a à la fois des auteurs qui sont des professeurs de mathématiques, mais d'autres qui sont des astronomes, et parfois on a des rééditions d'astronomes amateurs datant du début du siècle. Ces auteurs sont confrontés à un élargissement des publics dans le sens où ils s'adressent aussi à des gens qui ne font pas partie de la classe de mathématiques. Et donc la question se pose de la différence qu'il faut faire entre la cosmographie pour les mathématiques élémentaires et la cosmographie pour les classes de philosophie et de sciences expérimentales. On a encore une fois l'idée, c'est le leitmotiv, qu'il faut privilégier le côté descriptif plutôt que mathématique de la science. Et là, on retrouve l'idée du descriptif et pas de l'observatoire qui était très développé, enfin beaucoup plus développé, mis en avant en tout cas dans l'ordre primaire. Chez Roland Maillard et Albert Millet, on a des questions sur quelle partie faut-il supprimer. Il faut savoir que Roland Maillard est un inspecteur général de mathématiques, mais qu'il a fait son diplôme d'études supérieures avec André Danjon, et c'est un passionné d'astronomie. Donc ses ouvrages sont plutôt plus poussés, ils sont mis à jour jusque dans les années 1960. J'en ai apporté un aussi, parce que je suis un peu comme Colette, je transporte mes petits livres avec moi. C'est lui qui a le plus gros, pour prendre la comparaison de David en termes de taille. On a dedans des renvois à l'annuaire du Bureau des longitudes, enfin aux sources savantes, on va dire, qui sont rappelées et mobilisées pour inviter les élèves et surtout leurs enseignants à être utilisés. Et on a là aussi, tout comme on l'avait finalement pour les élèves maîtres dans les années 1920, l'idée que cet enseignement de cosmographie fait pendant à l'enseignement de philosophie, parce qu'il permet d'aborder la question de l'univers par d'autres outils, d'autres moyens qu'ailleurs. Pour les plus jeunes, donc les fameux travaux pratiques d'astronomie, 6e et 5e, là on n'a pas de manuel spécifique, on a quelques fichiers, quelques cahiers, parce qu'on est dans les travaux pratiques. On a une intégration dans les manuels de mathématiques généraux, donc des auteurs qui sont exclusivement mathématiciens. On ne voit pas la collaboration pour ces travaux pratiques d'un Paul Couder ou quelque chose comme ça qui apparaissent, alors que Paul Couder collabore à un manuel de cosmographie pour les classes terminales. Et on a quelque chose, alors que ces travaux pratiques d'astronomie sont proposés comme un moyen de mettre en œuvre des observations, de tenir un cahier d'observation même d'année en année, on a beaucoup moins de recours à la photographie dans ces livres, alors que la question de la place de la photographie est importante pour les livres des classes terminales. Et donc pour conclure, puisqu'il faut avouer que malgré ce contexte un petit peu porteur pour cet enseignement, la cosmographie disparaît tout simplement en 1968, enfin des suites de la réforme Waluzinski, enfin pas Waluzinski, pardon, Lichnerowitz. Elle disparaît aussi bien dans les classes terminales que dans l'enseignement moyen. Et donc c'est une autre manière de mettre en avant le fait qu'il y a un contexte porteur. Elle disparaît parce qu'en fait, ce sont les mathématiques modernes qui vont s'imposer à la fin des années 1960, mais dans une acception complètement différente de ce qu'elles auraient pu être, parce que la discussion sur la modernisation de l'enseignement mathématique commence dès le début des années 1950, et dans ces périodes-là, elle est articulée à la question des applications, à la question du recours aux méthodes actives, et dans cette première acception, l'astronomie, plutôt que la cosmographie, avait peut-être davantage sa place, mais elle disparaît. Donc ça, c'est une piste, un chantier qu'il va falloir explorer en détail. C'est exactement à quel moment et par l'influence de qui, pourquoi
cette vision axiomatique, alors on a quelques pistes parce qu'on sait l'influence qu'ont eu certains enseignants très attachés à la vision bourbakiste, mais enfin, comment ça se fait concrètement et comment l'astronomie peut être complètement oubliée alors qu'encore en 1961, André Danjon, qui est directeur de l'Observatoire de Paris, était le rapporteur d'un rapport tout à fait aussi officiel sur la manière d'améliorer l'enseignement et qu'il jugeait souhaitable, justement parce qu'il y a une grande actualité scientifique sur ce terrain, de développer cet enseignement et de l'améliorer, et de les développer dès les classes de 6e des enfants de 11 ans. Et cette fois, vous verrez qu'il y a une inversion, parce que l'astronomie n'est plus mise en avant comme étant un moyen d'amener le respect, l'amour de l'ordre et du travail bien fait, mais comme étant un sujet par définition auquel les enfants sont acquis et qui leur permettrait de les motiver pour poursuivre des études mathématiques sur le plus long terme, et ensuite de le faire jusqu'à l'enseignement supérieur, puisque à ce moment-là, il y a cette fameuse licence d'astronomie, enfin un certificat d'astronomie qui est proposé dans les nouvelles facultés de sciences. Voilà, donc je vous remercie. C'est 1961. Ça, le livre de celui-là, c'est 1953, c'est au moment où le planétarium est réouvert. Donc Paul Couder, qui est donc aussi auteur de cosmographie, fait un ouvrage. Le planétarium, d'ailleurs, je le dis, donc on est dans ce rapport, est cité comme un élément utile pour les scolaires pour permettre l'enseignement de l'astronomie. Et Waluzinski, là, c'est 1959. C'est un moment où on voit apparaître donc dans le bulletin de l'Association des professeurs de mathématiques, mais aussi dans le bulletin de l'Union des physiciens, donc les professeurs de physique, un certain nombre, d'une manière plus générale, un certain nombre de remarques et d'intérêts pour les clubs scientifiques, les formes d'enseignement proches de l'éducation populaire articulée aux scolaires, et qui est vraiment, dans ces années, vraiment 59 après Spoutnik, c'est très trusté par tout ce qui est astronomie, fusée et compagnie, même si l'observation, la Société astronomique de France, en fait, elle a fait des choses pour les plus jeunes enfants depuis plus longtemps, mais là, il y a un renouveau assez important, à la fois sur la forme et sur les possibilités que cet enthousiasme de la jeunesse peut ouvrir après pour l'enseignement formel. Ah oui, ouais. Reprocher. Et tu dis jusque dans les années 70 ? Parce qu'après, il y a un moment, mais on en parlera peut-être dans la discussion, où avec le comité de liaison des enseignants pour l'enseignement de l'astronomie, il y a des planétariums mobiles qui sont créés, mais c'est peut-être effectivement après. Oui, il faudrait le... Ah oui, non, mais c'est moi qui suis responsable du micro. Donc... Là, les multiples casquettes. Merci. Voilà, merci. Donc, pour rester dans le contexte scolaire, Oui. et je rebondis aussi sur la citation de Danjon qui vous dit la physique du rayonnement des étoiles et la spectroscopie peuvent sortir de la compétence du professeur de mathématiques, ce qui semble en effet bien légitime. Du coup, est-ce que vous avez étudié la place de l'astronomie ou de la cosmographie dans les enseignements de physique? Alors en fait, c'est bien fait. Hein. Il y a un trou. On ne s'était pas concerté. Hein. Il y a un trou dans les années 70. L'enseignement de l'astronomie revient dans les... Alors, il y en a toujours un petit peu en primaire, élémentaire, au niveau de... Parce que c'est la période de l'éveil aussi. Donc, on va avoir... le soleil se lève vers l'est, se couche vers l'ouest. Tout ça, c'est quand même l'idée de situer l'homme dans son espace et dans son milieu planétaire. Mais d'une manière plus précise, la question des lois de Kepler, l'observation astronomique, eh ben, il y a une disparition
vraiment pendant une dizaine d'années en maths et en physique. Et après, c'est en partie grâce à l'action, en tout cas d'après ce que j'ai lu pour le moment, des enseignants du fameux comité de liaison pour l'enseignement de l'astronomie, qu'on réintroduit des éléments d'astronomie, mais qui sont en fait incorporés en physique, effectivement, mais même pas comme étant un pan d'astronomie en tant que tel. C'est ce qui se voit là, on est dans de l'optique. Donc le cours moyen ici, c'est du CM, mais sinon après, quand on regarde encore même les années plus proches de nous, c'est la lumière, l'exploration de l'espace, c'est beaucoup autour de l'optique, les jeux d'ombre et de lumière à grande échelle, puis les lois de Kepler dans les classes terminales qui, elles, sont étudiées, effectivement, qui passent à la physique, mais qui, en fait, sont appliquées, enfin, plus pour des exercices, je dirais, généraux. Donc ça bascule côté physique, mais avec un trou, une réelle disparition ponctuelle, et ensuite une ventilation qui change sans doute aussi la portée. Alors même si on peut discuter si c'est un enseignement qui n'a jamais été mis en pratique, mais ce n'est pas un enseignement d'astronomie en tant que tel, c'est quelque chose qui s'intègre dans les lois de la mécanique, les lois de l'optique et ce genre de choses. Voilà. Oui ? En partie, c'est dans les... Oui. Ouais. En fait, c'est un thème très porteur pour l'interdisciplinaire, ça c'est évident, mais il y a une remontée depuis là, très récemment, de maintenant, voilà, pour l'astronomie au niveau du collège, et avec cette idée qu'on puisse construire des parcours interdisciplinaires. En fait, c'était aussi présent chez Danjon dans son rapport, bon, je n'ai pas mis tout le rapport, mais il est intéressant avec l'idée que, puisqu'il y a une répartition, il faut que les enseignants se le répartissent. Mais le pendant, c'est que ce n'est pas directif, et de fait, c'est plutôt c'est la mort, c'est le champ du cygne plutôt, là, hein, le rapport Danjon. Oui. Alors que... Je pense parce qu'il a une mauvaise réputation. La cosmographie, je sais pourquoi est-ce qu'il... Ça, c'est un chantier, pour reprendre. Une bonne raison pour nous de nous regrouper et de continuer à travailler, mais c'est une vraie question. Je ne sais pas si on veut retirer les maths, parce que dans la commission, qui est sous les ordres de Danjon, il y a des représentants des professeurs de maths, et notamment il y a Gilbert Waluzinski, qui n'est pas n'importe qui, Waluzinski, pour les professeurs de mathématiques, puisqu'il a été président de l'association de la PMEP. C'est un passionné d'astronomie, ça c'est certain. Il défend, il publie dessus, et il faudrait, ça fait partie de mes ambitions, c'est d'aller voir si on trouve les archives de cette commission pour comprendre comment ce rapport est écrit, et voir justement les tensions qu'il peut y avoir entre les deux corps professoraux qui sont pas toujours en phase. S'enracine au terme vertical. Parce qu'en plus, Danjon est un peu mal placé. Hein. Il vient de rééditer l'astronomie populaire vous savez, il y a une réédition en 1954 de l'astronomie populaire de Flammarion par Danjon. C'est vraiment une résurgence. Enfin, il y a un écho très fort, en fait, avec... Mais oui, je pense que cette lecture de la verticalité de l'enseignement, parce que dans leur rapport, ce qu'ils proposent, c'est de commencer à 11 ans, hein, et d'en avoir tous les ans. Donc de construire cette verticalité. Oui. Il n'y a toujours pas le... C'est pour l'enregistrement... Ah oui, voilà. Je ne le voyais plus.
Merci. Sur le point là, que tu as évoqué sur le lien entre la fin de la cosmographie en terminale et l'émergence des maths modernes. Bon, alors, moi, c'est vrai que je suis un peu sceptique par rapport à ça. En tout cas, il faudrait évidemment faire un travail de recherche. Là, je ne peux que mobiliser mes souvenirs personnels, puisque donc en maths LM, j'avais eu, donc il y avait encore de l'astronomie. J'ai eu ce petit livre là en question, mais c'était déjà complètement. Enfin, on avait le livre, mais peut-être que le prof a fait un ou deux cours maximum, et ça ne devait pas être du tout dans le programme du bac déjà. Donc j'ai bien l'impression quand même que l'extinction s'est produite antérieurement à. C'est plus une question d'examen. Oui. Donc. Et d'ailleurs, dans le rapport d'Anjon, il y a l'idée que ça ne doit pas redevenir une question d'examen. Donc c'est un peu se tirer une balle dans le pied quand on sait comment fonctionne le monde scolaire, mais il y a cette volonté que l'astronomie ne soit pas vue, ne rajoute pas une charge à la charge déjà très lourde des enfants dont le programme d'examen est très, très important. Plus, il y a quand même l'idée que l'astronomie, c'est quelque chose qui motive les enfants et qu'il ne faut pas casser ça. Il y a une grande sensibilité au bachotage. Enfin, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les années. Et je pense que les auteurs du rapport sont particulièrement sensibles à ces questions. Donc, après, il faut aussi voir... Donc là, c'est pour dire qu'à mon avis, il y a un chantier aussi pour travailler pour vous, pour regarder effectivement de façon à une chronologie fine un peu dans ces années-là, dans les années 50 et début des années 60, pour voir l'articulation, quels sont les choses, les arguments qui sont donnés, notamment Waluzinski. Moi, je l'ai vécu à la PMP comme précisément quelqu'un qui était à la fois passionné d'astronomie. Il a fait d'ailleurs un ouvrage, je crois même, dessus. Et en même temps, justement des promoteurs des maths modernes à l'APM et la mobilisation des profs de lycée pour les maths modernes. Donc les deux à la fois. Donc il faudrait vraiment regarder quelles sont les forces en présence là-dedans, quelles sont les tendances. Est-ce qu'il y a vraiment corrélation entre les deux mouvements? Je ne suis pas absolument persuadé. Mais il y a vraiment aussi un gros débat au sein de l'APM à la fin des années 1950 sur la promotion des maths modernes et ce qu'on doit entendre par les maths modernes. Et il y a une dissension nette. Et je ne suis pas sûre que Waluzinski il est du côté moderne. Non, mais ils sont les deux étant pour la promotion des maths modernes. Mais il y a un article de lui qui s'appelle Au pays de Clairaut et voilà, où il dit on peut on peut concilier tout à fait une approche moderne et pratique. Théorique et pratique, ça se concilie. Il n'est pas dans l'opposition. Après, je ne l'ai pas suivi encore sur justement quelle est sa position au moment de la commission Lichner-Ovitz et comment il se situe. Ça, Oui, absolument, parce que là, en même temps, 63, moi j'avais encore de la géométrie descriptive en terminale, mais je pense que là aussi, ça ne devait pas être au programme du bac, je ne pense pas qu'on pouvait être interrogé là-dessus, mais il y en avait encore. Donc là, c'est donc à ce moment-là, vers le milieu, assez rapidement, effectivement, avant 68, c'est-à-dire que ce n'est pas lié non plus à 68. Je crois que tout ça, c'est dessiné avant. Hein. Donc ce n'est pas 68 qui a supprimé à la fois la cosmographie, la géométrie descriptive. Oui, c'est la date que tu as mise. Cela dit, de la géométrie descriptive, là, on en faisait encore vraiment en classe, quoi, tandis que de l'astronomie, c'était vraiment... on a vu... Oui, peut-être. Mais je pense que ça faisait pas partie des épreuves du bac. Donc là, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là pour savoir effectivement quelles sont les forces à l'œuvre. Et effectivement, le problème aussi, c'est d'un point de vue mathématique, l'astronomie, ça faisait appel évidemment à la géométrie, beaucoup, et finalement des maths qui n'étaient pas si simples que ça. Hein. Donc, qui supposait effectivement pas mal de géométrie dans l'espace, de changement de variables éventuellement. Donc c'est effectivement tout un corpus mathématique qui à ce moment-là effectivement a disparu, ou en tout cas ça s'est orienté vers des choses probablement plus algébriques effectivement. Donc il y a certainement des liens, mais il y a vraiment un travail fin à regarder et quelles étaient les différentes positions de différentes personnes à l'époque, mais dans
une décennie à peu près là, je pense, entre le milieu. Je pense qu'ils bougent aussi, parce que eux-mêmes dans leur position. Luzinski de 1955, on le prend en 65. L'enjeu a changé parce qu'une fois que la commission Lichenor-Horwitz est en place, une fois que, donc c'est pour ça, c'est vraiment important sur ces décennies de rentrer dans une analyse très fine. Mais ce qu'il faudrait voir aussi, c'est que par ailleurs, il y a la mise en place d'une commission pour la physique, la commission Lagarrigue. Oui, qui est plus tard. Oui, dans les années 60, quand même. Non, il me semble. Plus tard. Plus tard. Donc pour voir effectivement cet enseignement-là, est-ce qu'il a été discuté de savoir est-ce qu'on le mettait ailleurs? Parce que c'est vrai qu'au niveau des maths, proprement dit, du prof de maths, il n'était pas capable effectivement d'enseigner de l'astrophysique, des choses comme ça, pour lequel ça allait. Donc il y avait un problème de place en toute disciplinaire de toute façon. Oui. Moi, je voulais vous demander une clarification sur 2 points. Quand vous avez parlé au début, plus ou moins, de votre présentation, vous avez parlé de la 3e année de cosmographie. Est-ce que les 3 années de cosmographie dont vous parliez, ce sont les 3 dernières années de l'enseignement primaire supérieur? La cosmographie en 3e année, c'est la 3e année de l'école normale d'instituteurs. Oui, parce qu'il rentre plus... Oui. Parce que après le brevet élémentaire, il y avait encore 3 années dans les écoles primaires supérieures. Oui, mais ça, dans les oui, peut-être aussi dans les écoles normales. Dans les écoles primaires supérieures, il n'y en a pas. Enfin, dans les programmes, il n'y a pas de cosmographie. La cosmographie est dans les écoles normales d'instituteurs. Oui, et pas en primaire supérieure. Oui, c'est ça, puisqu'on y entrait à la fin de la 3e. Oui. Et c'est exactement le même niveau, enfin, je veux dire, oui. Et puis, alors, l'autre point, j'ai été très surprise quand vous avez distingué les écoles de l'intérieur et les écoles du littoral. Dans la première partie, il me semble que j'ai vu surtout le système solaire pour les écoles de l'intérieur. Et curieusement pour moi, pour les écoles du littoral, j'ai vu apparaître le temps. Alors, pourquoi le temps uniquement dans les écoles du littoral? Tout le monde a besoin du temps, qu'il soit à l'intérieur de la France ou au littoral. Oui, mais le temps, c'est... les spécialistes de la navigation pourront me corriger, mais c'est vraiment la possibilité de faire des calculs dans la navigation en ayant des horloges emportées sur le bateau. Alors que à l'intérieur, on a besoin du temps, mais il est donné... Mais c'est plus facile, on n'a pas à dominer l'instrument qui va nous donner le temps pour... Ah oui, je pense enfin, il faudrait Guy Boistel qui pourrait nous renseigner sur... mais je pense que c'est ça. Ceux qui vont à bord des navires doivent pouvoir dominer l'instrument. Voilà. Oui. Alors, j'étais surprise dans les livres que vous avez fait circuler que les illustrations, c'est l'observatoire de Greenwich, l'observatoire Lick. Bon, c'est étonnant quand même. Et bien sûr ou pas, mais il me semble que dans ton exposé, les hommes qui se sont impliqués dans la rédaction d'ouvrages, donc on a parlé de Faye et de Delaunay. Là, on voit apparaître d'autres Danjon. Et entre-temps, est-ce que les astronomes se sont intéressés à cet enseignement? Question à corollaire, c'est est-ce qu'il faudrait justement corréler ces histoires d'enseignement avec l'état de l'astronomie en même temps, et puis éventuellement ouvrir sur d'autres pays, quoi, parce que on n'enseigne pas l'astronomie qu'en France, quoi. Non, mais la cosmographie en tant que cosmographie. Oui, d'accord, mais je veux dire la cosmographie contient tout. Je suis d'accord avec. La cosmographie, là, c'est un ectoplasme. On met ce qu'on veut. Oui. L'observation, on met des maths, on met les dernières découvertes. Donc c'est vraiment très, très malléable. Oui. Et cet enseignement, ce serait intéressant de comparer ce qui se fait en Angleterre, ou ce qui se fait en Allemagne, ou en Italie, ou je ne sais pas. Voilà. Pour la dimension internationale de notre... oui. L'implication, si Danjon il arrive...
paroles fortes, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme parole avant, quoi? En fait, là, c'est un trou parce que moi, le début du XXe siècle, je n'ai pas regardé les manuels de secondaire. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans la continuité et la réédition des ouvrages antérieurs. Oui, c'est ça. Donc peut-être que, bon, il y a... Moi, j'ai lu comme ouvrage de cosmographie quelque chose de Chénivier, que j'ai trouvé très mauvais. Mais Chénivier, qui faisait aussi des... Chénivier, c'était le physicien, celui qui faisait aussi de cosmographie. Il a fait aussi d'autres... Je me souviens de cette cosmographie. Non, oui, c'est non. C'est un inspecteur général de maths, oui. Et alors, de quelle année était-il? Je n'en sais rien. Qui ça? J'en ai pas vu. Non. J'avais regardé, mais alors si vous voulez, parce que si on veut bénéficier de tout le monde, il faudrait que David, tu fasses un petit saut. Normalement, il y a la pause maintenant, ça peut faire du bien, si on maintient la pause courte, d'aller faire un tour qui a besoin de...